Bonjour à tous. Alors, je continue ma liste des 50 choses étonnantes pour un Français aux États-Unis. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de 5 choses assez étonnantes pour un Français aux États-Unis et j'avais comparé avec la France. Donc, je précise que j'essaie de parler plus lentement que d'habitude pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas parler aussi vite que ça. C'est pour ça que je ne vais pas parler aussi vite que ça. J'essaie de parler naturellement, mais moins vite que d'habitude. Voilà, alors, je continue ma petite liste. Le sixième point que je voudrais aborder, c'est les caddies. Oui, un caddie, vous savez, c'est un chariot métallique quand on va faire nos courses au supermarché. Nous, on appelle ça un caddie, shopping cart, trolley, voilà, c'est un caddie. C'est le nom tout simplement de la société française qui fabrique ces caddies et donc on a appelé cet objet du nom de la société qui les fabrique. Donc, ce qui est très étonnant, en tout cas au Nevada, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les États, mais je l'ai vu aussi en Californie, je l'ai vu aussi à New York, mais peut-être que ce n'est pas la même chose dans tous les États des États-Unis. Mais les caddies, en fait, sont rassemblés par une personne, un employé, dans les parkings de supermarchés. C'est-à-dire que les clients des supermarchés laissent leurs caddies un peu n'importe où. Parfois, ils vont les ranger, mais il y a une personne qui vient rassembler les caddies et aller chercher tous les caddies. Alors, c'est vrai que c'est très étonnant pour un Français, parce qu'en France, je pense que ça fait au moins 30 ans que ça n'existe plus, qu'il n'y a plus de personnes qui vont chercher les caddies, tout simplement parce que notre système de caddie marche avec une pièce. Donc, une pièce de 1 euro ou un jeton en plastique. Et du coup, les gens vont ramener leur caddie, vont rapporter leur caddie à l'endroit pour récupérer leur pièce de 1 euro ou leur jeton. Donc, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis longtemps et c'est étonnant pour un Français de voir que c'est encore le cas aux États-Unis. Comme la dernière fois, je vous disais, une personne, parfois dans les supermarchés, accueille les gens pour dire bienvenue, welcome to Les Orles, bienvenue à Les Orles. Donc, et voilà, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui existe, ça n'existe pas en France. Je vous avais dit, sauf pour les petites boutiques, mais pour les caddies, ça n'existe plus du tout, ça, et depuis longtemps. Donc, en même temps, voilà, ça crée un travail pour quelqu'un. Donc, pareil, je ne sais pas ce qui est mieux ou moins bien, c'est juste différent, c'est juste étonnant pour un Français. Ensuite, le septième point, c'est les pourboires. Alors là, les pourboires, tips, les pourboires, c'est très particulier pour un Français. Les pourboires et aussi les pourboires qui sont très importants parce qu'aujourd'hui, on est autour des 20%, quoi. C'est 10, 15 ou 20% de pourboires, notamment au restaurant, mais aussi chez un coiffeur, pour un taxi. Alors, c'est tellement étonnant que je me souviens la première fois que je suis venue aux États-Unis, il y a plus de 20 ans, je ne connaissais pas le principe des pourboires. Et donc, on avait pris un taxi
Et voilà, il nous demande le prix de la course de taxi. Donc, on paye. Peut-être que c'était, je dis n'importe quoi, peut-être 19,50 $ et on a donné peut-être 20 $ en disant gardez la monnaie, comme on fait en France. Et la personne nous a insultés, elle a crié. Elle nous a crié dessus, elle nous a insultés et on ne comprenait pas pourquoi nous insulter comme ça. Hein. Donc, après, on a compris parce qu'on n'avait pas donné le pourboire de 10, 15 ou 20% en plus. Donc c'est très drôle. Donc, après, je disais au taxi, quand vous avez un Français, il faut le prévenir qu'il doit payer un pourboire parce qu'il ne le sait pas. Nous, on ne paye pas de pourboire aux chauffeurs de taxi. On peut laisser quelques centimes ou 1 € pour faire la monnaie. Hein, si c'est 49 € ou 48 € et que je paye 50, oui, mais je dis gardez la monnaie, on va dire ça, mais il n'y a pas un principe de paiement de pourboire. Pareil, au restaurant, c'est très, très cher de laisser 15-20% de pourboire. Nous, on ne fait pas ça en France. On peut laisser un pourboire si on trouve que le serveur est très sympa, il a été très agréable, mais c'est très rare, on ne laisse pas 20%, on va peut-être donner 1 €, 2 €, peut-être les plus généreux vont donner 5 €, mais pas plus. Donc, et ça, effectivement, préparer les pourboires. Bon, après, c'est une habitude à prendre quand on le sait. Hein, on le fait, on préparait. Alors, il fallait faire ces petits calculs, combien on donne. Bon, maintenant, tout est avec la carte bancaire et quand vous avez une addition à la fin, une addition, a bill, une addition, on va vous, ou bill ou a note à la fin au restaurant, on va vous demander est-ce que vous voulez donner 15, 10 ou 20% de pourboire. Donc, ça, un Français dirait mais non, moi je ne veux pas donner de pourboire parce que nous, le service est inclus dans le prix, hein, dans un restaurant. Donc, je sais que parfois, j'ai observé des serveurs en France, notamment à Paris, et quand il y avait des Américains des États-Unis, ils se battaient pour dire non, c'est pour moi, ce sont mes clients, parce qu'ils savent que les Américains laissent de gros pourboires, et ce n'est pas le cas des autres touristes. Voilà, donc ça, c'est amusant. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment savoir, sinon c'est vraiment un problème. Si on ne laisse pas de pourboire, on va être très mal vu. Donc, si vous êtes francophone ou vous êtes français, sachez qu'il y a la politique du pourboire. Donc, ça peut être très cher chez un coiffeur. Bon, moi, je ne vais jamais chez le coiffeur, mais je sais que des personnes qui vont chez le coiffeur m'ont dit que voilà, elles pouvaient payer 100 $ et il faut rajouter 20% de pourboire là-dessus. C'est des sacrées sommes. Voilà, maintenant, hein, à chaque fois que je vais quelque part, je sais que je dois donner un pourboire. Rassurez-vous, je respecte les usages. Ensuite, 8e point, c'est le permis de conduire. Alors là, il peut y avoir des choses différentes selon les États, mais la grande différence avec la France, c'est que le permis n'est pas à vie. Nous, quand on passe notre permis de conduire, on le passe une fois et c'est tout, on l'a pour la vie. Sauf, bien sûr, si on nous retire, si on nous retire le permis parce qu'on a commis beaucoup d'infractions, des infractions où on a eu des contraventions, fine. Là, bien sûr, on peut nous retirer le permis, mais si on conduit plutôt bien, il n'y a pas de problème, on ne boit pas d'alcool au volant et qu'on n'a pas de contravention, d'amende. Hein. Les amendes, vous savez, ça peut être fine, mais ça peut être aussi des amendes à manger, almond.
Donc, c'est le même mot, mais il ne s'écrit pas pareil. Si on a bien sûr eu beaucoup d'amendes, on peut nous retirer le permis ou si on a commis de grosses infractions. Mais sinon, le principe, c'est que le permis, c'est pour la vie. Alors qu'aux États-Unis, il y a une durée limitée du permis. Donc, moi, quand j'étais au Nevada, le permis était valable pour une durée de 8 ans. Et attention, hein, si vous allez aux États-Unis pour y habiter, il faudra peut-être complètement repasser le permis et le code de la route, même si vous avez votre permis depuis très longtemps en France. Il y a quelques États qui reconnaissent le permis de conduire étranger, mais je crois que la majorité des États ne reconnaît pas le permis étranger, donc vous êtes obligé de repasser le permis. Donc c'est vrai que quand vous avez un certain âge, repasser le permis comme si vous aviez 18 ans, ça fait bizarre. Mais globalement, c'est beaucoup plus facile qu'en France, hein, parce que les voitures sont automatiques, en fait, en général. Et puis, c'est beaucoup moins long, c'est-à-dire qu'en une journée, vous pouvez passer le permis. Alors, bien sûr, vous pouvez le passer en une journée, mais il faut quand même prévoir, bloquer votre journée pour passer le permis, parce que vous allez attendre peut-être très longtemps. Sauf si vous avez pris un rendez-vous suffisamment à l'avance. Mais si vous n'avez pas pris de rendez-vous, vous allez attendre, faire la queue. Et nous, quand on a passé notre permis, je pense qu'on a attendu au moins 5 heures pour pouvoir passer le permis. Et encore, en venant à 5 heures du matin, en faisant la queue devant le DMV pour pouvoir passer le permis. Alors, en France, on a un rendez-vous, mais c'est beaucoup plus long. Ce n'est pas nous qui choisissons la date. Tout est plus long, mais au moins, le jour de notre rendez-vous, on ne va pas attendre. On ne va pas attendre 5 heures, 6 heures. Par contre, aux États-Unis, en un jour, vous pouvez passer votre permis. Vous choisissez le jour où vous voulez passer votre permis et en un jour, c'est fait. Donc, il faut juste prendre une journée de congé pour passer votre permis. Et la grande différence, c'est que c'est beaucoup moins cher aux États-Unis de passer son permis. Je crois que entre le code de la route à passer et le permis, j'ai dû payer quelque chose comme 100 $. Pas plus, c'est incroyable, peut-être 100, 125 $. Alors que bien sûr, en France, vous allez payer beaucoup plus cher. Hein. Vous avez les cours de conduite obligatoires, donc c'est minimum 1 000 € hein, pour passer le permis. Donc vraiment, là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça, c'est une expression qu'on utilise pour comparer des choses. Et je vais vous dire, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus intéressant de passer son permis aux États-Unis parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais par contre, le permis de conduire est limité dans le temps. Donc ça, c'est un peu agaçant. Ça veut dire que vous devez retourner au DMV pour repasser votre permis et payer de nouveau, bien évidemment, ou pour renouveler en tout cas votre permis. Donc, pareil, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Donc, bien sûr, on va dire si une personne a des difficultés pour conduire, on va vérifier sa vue et on va peut-être lui interdire de conduire. On va peut-être l'interdire lui interdire de détenir un permis de conduire. Alors qu'en France, il n'y aura pas forcément une vérification de ça. Donc, mais après, on paye à chaque fois régulièrement tout au long de sa vie. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez.
Voilà pour le permis de conduire. Ensuite, en tout cas, si vous passez le code de la route aux États-Unis, vraiment apprenez le vocabulaire de la route. C'est nécessaire parce que même si vous dites oh, je parle correctement anglais, je vais comprendre, il y a plein de mots que vous ne connaissez pas qui sont du domaine de la voiture, de la route. Et puis aussi, c'est plus difficile pour nous de raisonner en miles parce qu'on a l'habitude de raisonner en kilomètres et pas en miles. Donc, il faut quand même préparer votre code de la route. Dans tous les DMV, ce qui est bien, c'est que les codes de la route sont disponibles gratuitement. Donc, vous avez un petit livret en papier avec le code de la route qui est fourni gratuitement. Alors qu'en France, non, ce n'est pas gratuit, le code de la route, il faut le payer. Donc ça, c'est quand même plus sympa. Ensuite, 9e point, on va parler des boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, mailbox, les boîtes aux lettres. En France, les boîtes aux lettres, il y a votre nom sur la boîte aux lettres, tout simplement. Et puis, il y a une petite fente, un petit trou, une fente, une fente pour mettre le courrier. Et comme ça, si j'ai envie de mettre une enveloppe chez ma voisine ou chez n'importe qui, je peux le faire. Aux États-Unis, globalement, les boîtes à lettres n'ont pas de fente et n'ont pas de nom, n'ont pas le nom des personnes sur les boîtes aux lettres. Il y a des numéros, donc un numéro correspond à une maison ou un appartement. Et du coup, vous vous retrouvez devant des boîtes aux lettres, vous ne savez pas à qui appartient la boîte aux lettres et surtout, vous ne pouvez pas mettre de documents dans la boîte aux lettres. Donc ça, c'est très bizarre. Donc, j'ai compris que c'était le monopole de la poste des États-Unis et que les gens n'ont pas le droit d'utiliser ces boîtes aux lettres parce que ça appartient à la poste américaine. Ce n'est pas votre boîte aux lettres. Donc, moi, je sais que je voulais mettre de la publicité dans les boîtes aux lettres et oulala, il y a eu un facteur qui m'a dit mais non, qu'est-ce que vous faites? C'est interdit, vous n'avez pas le droit de mettre des documents dans les boîtes aux lettres. Alors que nous, bien sûr, en France, on met les publicités dans les boîtes aux lettres facilement. On peut, si je veux envoyer un document et que la personne n'habite pas très loin, je peux prendre ma voiture, aller à son adresse et mettre quelque chose dans sa boîte aux lettres. Et voilà, donc c'est un petit peu particulier, mais sachez-le, vous ne pourrez pas faire de publicité dans les boîtes aux lettres aux États-Unis. Donc, ce que font les gens pour mettre une publicité, en fait, ils achètent des petits flyers publicitaires sous forme de poignées de porte et ils accrochent sur les portes la publicité. Oui. Ou ils laissent un petit carton devant la porte, un petit flyer devant la porte. Donc ça, c'est aussi très différent. Et j'ai l'impression que c'est grave si on essaie de mettre un document dans la boîte aux lettres d'une personne et que la Poste considère qu'on n'a pas à mettre de document dans une boîte aux lettres. Il n'y a que le facteur qui peut le faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que m'a dit le facteur. Voilà, et puis alors le dernier point du jour, la climatisation. Air conditioner, la climatisation. Donc, ça, c'est très étonnant aussi pour un Français, c'est que la climatisation, elle est partout et elle est tout le temps allumée. Bien évidemment, on a aussi en France la climatisation. Tout le monde n'a pas la climatisation, ça dépend où vous habitez. Mais
moi qui habitais dans le sud, où il pouvait faire très, très chaud, ben, bien sûr, j'avais la climatisation, surtout pour les mois d'été où il fait vraiment très chaud. Sinon, c'est insupportable. Mais sinon, on ne met pas la climatisation, en tout cas froide, en dehors de des mois vraiment les plus chauds. Alors que, en tout cas, au Nevada, là, je ne peux pas vraiment parler pour les États-Unis en général. Je pense qu'il y a peut-être vraiment une particularité au Nevada. Il fait très chaud, vous savez, au Nevada, on peut atteindre des températures comme 45 degrés. Donc, c'est normal qu'il y ait la clim, sinon on ne peut pas survivre dans une maison sans climatisation, c'est impossible. Mais il y a des mois où on n'a pas besoin de clim. Hein, donc, on n'a pas clim, c'est le diminutif de climatisation. Hein, on peut dire la clim. On n'a pas forcément besoin de clim. Par exemple, oui, en novembre, en décembre, en janvier, février, mars, on n'a pas besoin de climatisation. Mais malgré tout, toutes les boutiques, toutes les écoles, toutes les universités, tous les restaurants, tous les lieux qui accueillent du public ont tous la climatisation, même quand elle n'est pas nécessaire. Et au début, on était un peu naïf parce qu'on cherchait des bureaux et on visitait et on disait mais ça ne nous convient pas parce que ces bureaux, on ne peut pas ouvrir la fenêtre dans ces bureaux. Et nous, on veut des bureaux où on peut ouvrir la fenêtre. Et après, on a compris qu'en fait, on n'en trouverait jamais parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de bureau avec des fenêtres qu'on peut ouvrir parce que tous ces bureaux ont une climatisation centralisée et qui fonctionne toute l'année. Et donc, interdiction d'ouvrir les fenêtres. Alors ça, pour un Français, c'est très dur hein, parce qu'on a vraiment, nous, le réflexe d'ouvrir les fenêtres. On aime avoir l'air de l'extérieur. Surtout, en plus, en temps de pandémie, on nous recommande d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour renouveler l'air. Voilà. Au début, c'était très difficile pour moi d'être dans des lieux où on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre. Donc, sachez que si vous allez aux États-Unis, en tout cas au Nevada, vous ne trouverez pas de bureau où vous pourrez ouvrir les fenêtres. Hein, et il y aura la climatisation tout le temps, même quand elle n'est pas nécessaire. Et en plus, c'est une climatisation qui est très froide. En général, je pense où j'étais, ils la mettaient à 16 degrés, 17 degrés. C'était assez froid. Donc, vous sortiez, il faisait 45 degrés, vous vous retrouvez dans un bureau où il fait 16 degrés ou 17 degrés. Donc, clairement, vous pouvez... moi, je tombais au départ, j'étais malade tout le temps, quoi. J'avais toujours des angines. Donc, bon, bien sûr, après, maintenant, systématiquement, même s'il fait 45 degrés, j'ai toujours un pull ou j'ai toujours une écharpe ou un châle avec moi. Et dès que je suis à l'intérieur, je mets mon châle, mon pull, mon gilet pour ne pas attraper froid. Donc, sachez-le, il faut toujours avoir sur vous quelque chose pour ne pas attraper froid. Pour éviter les angines à répétition, comme ça m'était arrivé en tout cas la première année. Et donc, vous allez au cinéma, il fera froid. Hein. Donc, vous allez à un restaurant, il fera froid. N'importe où, la clim est à fond, en fait. Et c'est impossible de l'arrêter. Hein. Tout est centralisé, donc vous pouvez demander, mais ils ne le feront pas. Hein. Ils ne vont pas réduire la climatisation pour vous. Donc, sachez-le. Donc ça, là, personnellement, je trouve qu'il devrait y avoir la possibilité de pouvoir ouvrir les fenêtres et de ne pas utiliser la climatisation quand ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en plus, effectivement, la climatisation pollue énormément. Donc, voilà, il y a des mois où
on n'a pas besoin de mettre la climatisation et on peut juste ouvrir les fenêtres régulièrement. C'est beaucoup plus économique et je pense beaucoup plus sain pour la santé. Bon, c'est mon opinion, mais après, c'est aussi tout simplement une habitude. Quand vous avez été habitué comme ça, ce n'est pas un problème. Et je sais que même dans les universités, climatisation partout et impossibilité d'ouvrir les fenêtres. Donc, voilà, faites attention. Faites attention à ça. Voilà, c'était les 5 autres points que je voulais aborder cette fois. Il m'en reste 40 autres à aborder pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou de me faire part de votre avis. Hein. Si vous préférez justement qu'il y ait la clim et peut-être quand vous venez en France, eh bien, vous constatez qu'il n'y a pas la clim tout le temps et partout et que ça, c'est quelque chose de très gênant pour vous. C'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et si vous le souhaitez, bien sûr, je réponds aux commentaires. Voilà, ça vous fait un petit exercice pour écrire en français en plus. Et puis, pour les francophones, c'est aussi parler de votre expérience. Voilà. Eh bien, merci à tous et je vous dis à la prochaine fois pour tout simplement la prochaine vidéo.